Bon, alors là, tout de suite, voilà comment ça se présente. J'ai entièrement vidé les étagères. Donc, je vais pouvoir accéder ici, en bas et au milieu, à des zones où je vais pouvoir mettre, visser des petites équerres, replacer les planches, puis charger. Quoi faire d'autre? Alors, je veux rassurer mon frère Jacques. Quand les livres se sont écroulés, ça n'a pas du tout été sur la guitare, puisque c'est la seule chose à quoi pensait mon frère. C'est une belle guitare que mes deux frangins m'ont offert pour mes 65 ans. C'est pas que j'ai beaucoup le temps d'en faire en ce moment. C'est symbolique, c'est une présence. Le problème, c'est que où s'installer pour jouer de la guitare dans l'état où est désormais cette pièce. Là, c'est mon petit pupitre. Les livres que j'avais tout en haut, c'est les Michaud, les Sandrard, mon Edgar Allan Poe, mon Saint John Perse, mon Daubigné. Les livres dont j'ai besoin qu'ils soient à l'endroit où je suis. J'en ai mis par terre. Ça, c'est toute la série des livres sur les ateliers d'écriture. J'avais aussi toute la série des gros quartos. Des fois, c'est pas forcément terrible, hein. Le Artaud, c'est un scandale. Mais le Duras, le Debord, le Cortázar, c'est des choses dont j'ai besoin pour faire court aussi. Donc là, tout du long par terre, j'ai mis des piles qui viennent jusque là. Et il y en a plein le bureau aussi. Il y a quelqu'un de marrant sur Facebook qui m'a dit mais pourquoi tu passes pas au numérique, comme si j'avais pas déjà tout ça en numérique. Mais le problème, vous en connaissez un Saint John Perse en numérique, vous connaissez Michaud en numérique, Grac en numérique. Et pourtant, c'est bien ça dont j'ai besoin pour travailler les vocabulaires, les syntaxes, les occurrences. Montaigne, c'est plus compliqué. Bien sûr, je l'ai en numérique, bien sûr, je le travaille et je le lis toujours. Mon petit téléphone dans le train, c'est comme ça que j'ai Montaigne toujours avec moi. Mais j'ai le droit d'avoir Montaigne sur moi en numérique, de faire usage numérique du texte de Montaigne qu'à condition d'avoir l'ancrage symbolique que représente le livre. Tu piges, mec, qui me demandait le truc là. C'est une conversation qui est venue aussi encore avec Xavier Selva, mais on s'amuse bien, sans s'être jamais rencontrés, à dialoguer du nord au sud de la ville sur cette histoire de lien qui peut... Vous savez, je connaissais Julien Gracq, qui connaissait August Derleth, qui connaissait Lovecraft. Et ce jeu, il me dit, mais Rimbaud, justement, moi... Rimbaud, c'était avec Mathieu Bénézet, un gars que j'ai rencontré juste après mon premier livre. Mathieu était un gars qui était assez mal dans sa peau à l'époque. C'est un poète dont je respectais énormément les proses chez Digraph, Pantin, Canal de Lourdes, plein d'autres. Ceci est mon corps. Et Mathieu avait un problème, c'est qu'il était hyper connu dans son 14e arrondissement comme étant le mec qui avait tout le temps besoin de thunes, consommait de l'alcool pas mal à l'époque, et donc il avait besoin de revendre des services de presse, les bouquinistes le voyaient venir. Donc je venais une fois par semaine, il me donnait les livres, et moi, personne ne me connaissait, je pouvais vendre les livres sans que ce soit... Puis je lui refilais la thune. Et Mathieu, un jour, on discutait beaucoup, ça m'a énormément aidé, je crois, juste dans ces premiers mois d'après la publication du livre. Un jour, il me serre la main, il me dit... C'est la poignée de main de Rimbaud. Et lui, c'est André Breton qui lui avait dit « Je vous donne la poignée de main de Rimbaud ». Après, l'histoire est obscure. Mathieu me l'avait dite. Il m'avait dit comment André Breton tenait, mais de qui? La poignée de main d'Arthur Rimbaud. Donc la poignée de main d'Arthur Rimbaud se transmettait, mais comme moi j'étais le 4e échelon, déjà plus moyen de se rappeler quel avait été le premier échelon. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que je suis dépositaire encore de la poignée de main de Rimbaud? Une fois, je l'ai donné à quelqu'un, mais je ne sais plus trop ce que je donne. Disons qu'effectivement, ça peut être esthétiquement assez joli. Les piles de livres par terre, le tapis, mais c'est pas ultra commode quand même. Allez chercher quelque chose sans que tout
tout s'écroule. Ce matin, je regardais sur YouTube le petit journal vidéo de Michel Brosseau. Petit parce qu'il est court, 1 minute et demie chaque jour, je vous mets le lien dessous. Il racontait l'histoire suivante, de mémoire. Aujourd'hui, j'ai pris un jeune type en stop sur l'autoroute. Il n'avait pas de travail. Il se rendait donc probablement à Orléans, puisque c'est là qu'habite Brosseau, parce qu'il voulait retrouver une fille qu'une fois il avait rencontrée et qui habitait Orléans, mais dont il ne se souvenait pas du nom. Et juste dans cette façon de Brosseau de raconter ça, la fiction se prenait des images. Or, Michel, ce qu'il filme au jour le jour, c'est son bout de jardin, un bout de ciel, une fenêtre. C'est ce rapport de la fiction, de la parole, de la vidéo. Une fois, j'avais connu ça à Montpellier, un type, une drôle de vie. Et, en fait, je l'ai revu plus tard à Paris, une fois, gare de Lyon, dans un escalator, un type qui faisait la Manche. Et moi, je passe, j'étais pressé, j'avais pas beaucoup de temps d'ailleurs. Et il me dit, ah ben mon écrivain, il me donne rien. Et là, je l'ai reconnu. À ce moment-là, il y avait encore des trains de nuit. Alors, il était un jour à Lyon, un jour à Rennes, un jour à Strasbourg, il redescendait à Toulouse. Parce que dans les trains de nuit, bon, ils s'en foutaient des amendes et tout ça. Puis dans la journée, ben, il faisait la Manche, toujours pareil, la même rue piétonne. C'est une drôle de conception de la géographie qui naissait. Et à Montpellier, quand on avait travaillé avec lui à la boutique d'écriture, ben, c'était ça. Il était parti de Bordeaux, il voulait aller à Marseille, et puis il s'est souvenu à Montpellier qu'il avait un jour croisé une fille qui avait dit j'habite Montpellier. Cette fille, ben, il s'était arrêté à Montpellier. Alors en démontant mes exagères, non, en démontant mes étagères, pas mes exagères. Forcément des trucs qu'on retrouve, une enveloppe, je trouve ce qu'il y a dedans. C'est des photos. C'est la période où, à Tours, j'allais zoner sur les ronds-points et je faisais des vidéos, mais sans montage, juste des captations. Par contre, sur le blog, j'installais une sorte d'inventaire photographique. Et comme je faisais beaucoup de photos et que c'était des endroits assez exceptionnels, bien, certaines photos, je les trouvais réussies, au sens où bon, je suis un amateur de la photographie des autres et je crois savoir ce que c'est que la photographie quand c'est celle des autres. Et j'avais tiré un certain nombre de ces images. J'en avais sélectionné, je crois, une quinzaine. J'en rajoutais de temps en temps. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je proposais que les gens qui s'abonnent à mon site, je leur en envoie 4 ou 5. Et finalement, ça n'avait jamais marché. Tiens, celle-ci, par exemple, je suis assez sensible parce que là, ce bâtiment-là, il y avait un trou dans le grillage, une espèce de terrain vague. J'étais allé souvent faire beaucoup de photos régulièrement pendant 2 ans, et puis maintenant, c'est démoli. Il n'y a strictement plus rien. Ben, il me reste ça de mon stock. En fait, ça n'a jamais marché. Moi, je ne suis pas considéré comme photographe. Et puis, en fait, la possession matérielle d'une image a-t-elle intérêt par rapport au fait qu'on sache qu'elles sont sur le site et qu'on est capable de les goûter sur le site. Mon appareil photo, et j'y tiens, cet appareil, j'ai un investissement affectif dans ce qui se passe avec la vidéo, mais je ne sais plus du tout faire des photos. C'est-à-dire l'esprit des réglages du temps, du déclenchement, ben, je ne sais plus le faire. Et pourtant, cette idée de, par exemple, faire de la vidéo, quand on est uniquement concentré là-dessus, je commence à en éprouver le plaisir. Mais si je suis en situation moi-même avec d'autres gens, bon, les plans, ils peuvent pas être faits à la volée. C'est compliqué, ces trucs. C'est-à-dire, je rêve de photographier, je suis équipé pour, mais je sais même plus faire. Oh bah, tant qu'on y est, séquence numérique, je change pas de cadre. Avec la mise à jour Mojave du Mac, il y a un truc très curieux, je me sers de Office et Outlook pour mes emails depuis 2003. Donc j'ai des archives mail depuis 15 ans. C'est une ressource considérable. Peut-être vous voyez, il ouvre une fenêtre. Et bien voilà, 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres fantômes de Outlook qui s'ouvrent quand j'ouvre Microsoft Office, logiciel de gestion de mail. Alors après, il marche, hein, il n'y a pas de problème. Mais
quand même, entre eux, ils pourraient nous éviter ce genre de désagrément. Eh bien, hier, je reçois ce message-là. Je cherche le mot peur. Je l'entre en haut, clique Enter. Oui, SNCF. Vous voulez avoir peur? 3 points. Direction Paris pour frissonner. Oui, SNCF. J'ai jamais compris d'ailleurs comment cette histoire de oui. Vous savez, dans les tragédies de Racine, il y en a au moins, je crois que c'est 4 qui commencent par le mot oui. Andromaque. Oui, nous irons, etc. Alors oui, SNCF, et ils envoient un espèce de clown avec ballon. Embarquez avec nous pour survivre à la nuit la plus effrayante de l'année. Déjà, l'histoire de survivre, bon, on entre dans l'hiver, les gares, c'est les gens qui dorment là, dehors. Je trouve que ce mot, c'est difficile de l'employer à la légère. Embarquez avec nous pour survivre à la nuit la plus effrayante de l'année. Et puis ça finit par un petit ruban orange, vous allez trembler. Mais moi, la SNCF, c'est pas ça que je leur demande. Les TGV sont de plus en plus chers. On a le choix entre ce qu'ils appellent les ID TGV, mais qui sont dans les heures de la journée, c'est-à-dire pas du tout pour nous qui sommes publics captifs. C'est-à-dire les gens qui sont de Lille ou Marseille, ils payent beaucoup moins cher que nous qui habitons à Tours à 240 bornes. Et sinon, c'est des Ouigo, je sais pas quoi, et c'est super, on a la Wi-Fi, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Wi-Fi? J'ai mon téléphone 4G, et puis de toute façon, je suis fatigué du travail. Et résultat, t'as le truc à 60 balles, ça coûte plus cher que l'argent que tu gagnes quand tu vas à l'école pour ta journée. Il n'y a que le dimanche qu'on gagne des sous. Moi, la SNCF, c'est les retards, les trains qui s'arrêtent en pleine nuit, c'est les trains supprimés. Franchement, si j'embarque avec la SNCF, c'est pas pour des nuits effrayantes. Qu'est-ce qui vient de m'emmerder, franchement, par rapport à ce que je leur demande. Oh putain, on finit là, hein, tant qu'on y est. C'est le point numéro 6. Mon ampoule a giclé d'en haut. C'est des ampoules basse consommation. Elle n'est pas très agréable en éclairage. En fait, c'est l'ampoule qui est dessus en éclairage zénithal, enfin le machin suspendu au plafond, mais je m'en sers que pour rentrer, le temps de remettre ma loupiote de bureau. Alors, j'en rachète une autre à Auchan, une pareille 110 watts, et en plus elle dit blanc chaud. Ah tiens, ce sera peut-être un peu moins désagréable, ces machins comme ça. Et ça, c'est des culots à vis. Je ne pensais pas qu'il existait encore des culots à baïonnette. Alors du coup, j'ai pas vérifié, mais je l'ai payé au moins 4,95 cette ampoule. Je peux même pas l'utiliser. Alors évidemment, c'est de ma faute. Mais j'ai ouvert l'emballage avec mes ciseaux, j'ai jeté l'emballage, et puis je suis pas du genre, quand je reviens chez Auchan, j'avais mes petites équerres, et puis pack d'eau, 3-4 trucs de bouffe. Donc évidemment, je garde pas le ticket de caisse. Il y a quelqu'un qui la veut, l'ampoule à culot qui me sert à rien, ou l'ampoule qui pourrait me servir parce qu'elle est bonne, mais qui marche plus parce que ça fait 2 ans et que dans leur obsolescence programmée, il faut bien que ça pète au bout de ce temps-là. C'est le journal du jour, bye.